Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du mercredi 17 décembre 2025. Aujourd'hui, on va parler d'un seul sujet, ce qui a été annoncé hier le 16 décembre 2025 par la Commission européenne concernant l'avenir automobile européen. Je pense que vous avez vu plein de titres sur les réseaux sociaux, mais même à la télé aussi, qui disaient que c'était la fin de l'électrique et le grand retour du thermique. Il s'avère qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça et que ce qui a été annoncé par la Commission européenne, même si ça laisse, on va dire, un petit peu respirer l'industrie automobile actuellement, c'est un énorme piège sur le long terme. On va débriefer tout ça aujourd'hui en vidéo. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous bien sûr pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant celle-ci si l'option apparaît chez vous, et bien sûr en laissant un commentaire pour booster le référencement, mais pour donner votre avis sur l'actu du jour et sur ce fameux paquet automobile européen annoncé hier. On va commencer par parler de ce qui était officiellement annoncé donc hier par la Commission européenne, des annonces qu'on pourrait qualifier de pantalonnades tant elles sont éloignées de ce qu'il faudrait vraiment faire pour sauver l'industrie automobile européenne. Ce qu'a modifié l'Union européenne, c'est une modification de l'objectif de décarbonation à l'horizon 2035. Ça devait être 100%, c'est-à-dire qu'il fallait que les constructeurs vendent des voitures neuves dont l'usage est entièrement décarboné à partir de 2035. Cet objectif est passé de 100% à 90%. C'est-à-dire qu'après 2035, les constructeurs pourront continuer de vendre des voitures équipées de moteurs thermiques qui fonctionnent encore avec des carburants traditionnels. Selon Apostolos Tsikostas, qui est le commissaire européen des transports, cette mécanique pourra conduire, selon les profils d'émissions des constructeurs, à une part d'environ 30 à 35% de véhicules non entièrement électriques dans les immatriculations après 2035. Une part qui dépendra des émissions réellement constatées sur les hybrides rechargeables et les véhicules à prolongateur d'autonomie. On pourrait dire que c'est chouette, que ça laisse une marge d'erreur aux constructeurs automobiles pour faire une transition vers le tout électrique à leur rythme, tout en ayant la possibilité de continuer à vendre des thermiques après 2035 si ils en ont besoin. Et c'est là qu'il y a la première douille, le premier piège, c'est que en échange de pouvoir continuer à commercialiser quelques véhicules équipés de moteurs thermiques, il faudra que les émissions de CO2 générées par la vente de ces nouveaux véhicules à moteur thermique soient compensées en amont par des crédits carbone obtenus grâce à l'utilisation d'acier bas carbone produits dans l'Union européenne et de carburants renouvelables ou durables tels que les carburants synthétiques ou les biocarburants. La douille, c'est que ces matériaux et ces carburants sont beaucoup plus chers à produire que les carburants traditionnels ou que les aciers traditionnels et que cette hausse de prix des matériaux se répercutera in fine sur le prix final des voitures. Il faut donc s'attendre à des voitures encore plus chères dans les années à venir, ce qui n'aidera pas globalement l'industrie automobile puisque le principal problème qui fait qu'aujourd'hui il y a si peu de voitures qui se vendent en Europe, c'est justement le prix des voitures neuves. Ce nouveau cadre réglementaire, et c'est sans surprise, avantage surtout l'industrie automobile allemande. Et oui, quand l'Allemagne veut quelque chose, même si ça se fait au détriment des autres pays de l'Union européenne, ça finit toujours par se faire. Pourquoi on parle d'avantages réglementaires pour l'Allemagne? Parce que ce sont surtout les constructeurs allemands qui historiquement ont des émissions de CO2 plus élevées sur leurs voitures. C'est également leur industrie qui a le plus misé sur l'hybride rechargeable et sur le prolongateur d'autonomie. Leur positionnement premium est plus compatible avec les mécanismes de compensation. C'est plus facile de répercuter quelques milliers d'euros supplémentaires dus à l'utilisation d'acier bas carbone européen sur une voiture qui vaut de base 60 000 euros que sur une 208 par exemple. Et en plus de ça, les constructeurs allemands font partie des constructeurs les plus à la pointe mondialement sur les carburants de synthèse. Leur production étant entièrement décarbonée et la Commission européenne ayant maintenant ouvert la voie à la commercialisation d'autres véhicules que des électriques après 2035, il est facile d'imaginer que des marques premium comme BMW ou Porsche profiteront de cette avance technologique pour commercialiser après 2035 des thermiques considérées comme étant entièrement décarbonées. Donc ça avantage les Allemands et ça désavantage globalement les autres pays de l'industrie automobile. Vous prenez Fiat, Renault, Opel, Peugeot, peu importe, c'est des constructeurs qui auront beaucoup plus de mal à répercuter le poids du prix des mécanismes de compensation sur des voitures qui, de base, sont quand même moins chères. Et puis nos fournisseurs, nos équipementiers sont surtout habitués à travailler sur des équipements pour petites motorisations thermiques d'entrée de gamme et sont moins bien positionnés que leurs équivalents allemands sur les hybrides complexes ou sur les motorisations dites premium. Autre petit coup dur pour l'industrie automobile française, la France faisait partie des pays qui voulaient le plus que l'objectif 2035 soit conservé. Elle avait fini par changer de position il y a quelques jours, avant les annonces de la Commission européenne, expliquant que c'était ok pour le thermique après 2035, à condition qu'un mécanisme made in Europe, obligeant les constructeurs à utiliser une certaine quantité de pièces made in Europe, soit mis en place. Eh bien, sachez que pour l'instant, dans ce paquet automobile, il n'y a aucune mesure de la sorte qui a été tranchée. Elles sont repoussées à une date ultérieure, probablement pendant le premier trimestre
trimestre 2026, ce qui montre quand même une certaine différence de traitement lorsqu'un problème est remonté par l'Allemagne ou lorsqu'un problème est remonté par la France. Il y a également des modifications de règles concernant les véhicules utilitaires. Les utilitaires électriques ne se vendent pas parce qu'ils sont tout simplement trop chers, raison pour laquelle la Commission européenne a accepté de réduire l'objectif qui était de 50% d'utilitaires électriques vendus en 2035 à 40%. Autre petit piège dans lequel beaucoup de marques d'entrée de gamme sont en train de tomber, c'est la nouvelle catégorie de véhicules baptisée M1E. C'est les fameuses keycars à l'européenne, dont la nouvelle catégorie a été créée par la Commission le 16 décembre, à l'annonce de ce paquet automobile, et qui sera dédié aux petits modèles européens de moins de 4,20 m. Alors déjà, il y a un petit truc qui diffère par rapport aux demandes des constructeurs. Les constructeurs voulaient avoir la possibilité de faire des voitures plus simples, moins équipées de gadgets de sécurité pour réussir à mettre au point ces fameuses toutes petites voitures qui seraient vendues moins de 15 000 €. Déjà, la Commission européenne ne parle pas des simplifications des normes, elle parle plutôt maintenant d'une stabilisation des exigences réglementaires pendant les 10 prochaines années. C'est-à-dire qu'elle garantit que pour cette catégorie de véhicules, les normes actuelles resteront en place au moins jusqu'à 2035. Les constructeurs qui vont se jeter dans cette nouvelle niche automobile risquent de se retrouver avec un gros problème. C'est qu'à l'heure actuelle, le potentiel de ce marché reste extrêmement limité. Seriez-vous, par exemple, vous-même intéressé à l'achat d'une petite voiture électrique vendue 10 à 15 000 €, certes moins cher que les entrées de gamme classiques, en échange d'avoir une toute petite voiture avec une toute petite batterie proposant probablement une autonomie inférieure à 200 km, un bridage de vitesse qui sera probablement situé entre 90 et 110 km/h, en somme un véhicule qui n'est absolument pas polyvalent, pas sûr que ça intéresse vraiment les foules. La Commission européenne veut quand même soutenir cette mécanique et recommande, non pas oblige, mais recommande les États membres à accorder les avantages spécifiques pour ces voitures, à savoir bonus à l'achat supplémentaire, prime à la conversion, conditions de stationnement favorables, exonération de péage ou encore recharge à tarif réduit. Pour faire très simple, ce plan est globalement assez mauvais pour l'industrie automobile sur le long terme. Et ça aussi bien pour la voiture électrique que pour la voiture thermique que pour la voiture hybride. Déjà, il faut être clair là-dessus, le plan ne sauve absolument pas la motorisation thermique. Le pur thermique est déjà en voie de disparition et vu la petite marge d'erreur qui est laissée aux constructeurs après 2035, il y a de fortes chances que s'ils doivent miser sur une technologie de véhicule équipée de moteurs thermiques, ce soit plutôt des hybrides rechargeables sur lesquels d'énormes batteries seront installées de sorte à réduire un maximum les émissions de CO2. Ça ne sauve pas non plus l'hybride traditionnel, qui risque d'être lui aussi disqualifié de base à cause de ses émissions de CO2 trop élevées, et ça ne sauve pas non plus le véhicule hybride rechargeable, qui même s'il représentait une vente ou deux sur 10, ce serait quand même globalement des véhicules niches. Si ce plan ne permet pas au thermique, à l'hybride ou à l'hybride rechargeable de survivre, en tout cas pas beaucoup plus longtemps que ce qui avait été annoncé au début, on pourrait penser que au moins la voiture électrique européenne pourrait en tirer un petit avantage. Et pas vraiment. Ce qui risque de se passer dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est que les petits acteurs européens de la voiture électrique, qui sont tout petits, tout rikiki à côté des gros industriels chinois comme CATL, BYD ou SAIC, qui ont à peu près 10 à 15 ans d'avance sur eux. Je donne un chiffre d'ailleurs, histoire d'illustrer mes propos. On considère que si tout se passe comme prévu, l'intégralité des capacités énergétiques des batteries produites à l'horizon 2030 de tous les pays européens cumulés représenteront ce qu'a produit la seule marque CATL sur l'année 2025. Ce qui risque de se passer, c'est qu'avec autant d'incertitudes sur l'avenir du véhicule électrique, on risque de voir le peu de filières automobiles électriques disparaître. Maintenant qu'on sait qu'il y a une porte entrouverte pour le thermique après 2035, ça va être beaucoup plus compliqué de convaincre les investisseurs d'investir justement dans les usines type Gigafactory pour voitures électriques. Quand on voit qu'en 2 ans, puisque le projet du tout électrique il est sur le papier depuis 2023, en 2 ans on a reculé de 5 ans, on peut se dire que c'est quand même pas demain la veille que ces investissements seront rentabilisés et on risque de voir des dizaines, des centaines d'acteurs de petite et moyenne taille tout simplement disparaître. N'empêche que globalement les temps actuels sont assez durs pour la voiture électrique puisque la même semaine où la Commission européenne annonce ce recul, du côté des États-Unis on a de grandes marques comme Ford par exemple qui abandonnent complètement l'électrique. J'ai bien dit complètement parce qu'elle considère qu'elle sera jamais capable de faire des voitures électriques rentables, que les seuls qui arrivent à faire du bénéfice réel sur la vente de voitures électriques c'est Tesla et les marques chinoises et que ça sert à rien de courir sur une course
ce qui est déjà perdu d'avance, c'est qu'il vaut mieux produire ce qu'on sait faire, à savoir des véhicules équipés de moteurs thermiques, qu'ils soient hybridés ou pas. Et puis la même semaine aussi, on a appris que dans le plan quinquennal stratégique chinois, la voiture électrique avait discrètement disparu au profit plutôt d'autres technologies qu'on pensait pourtant disparues, comme l'hydrogène. Donc ce paquet automobile, en réalité, c'est plutôt le baiser du dragon de la Commission européenne. On fait croire que ça va vraiment arranger les choses, on crée un gros effet d'annonce pour au final pas grand-chose, et surtout pas grand-chose de réellement positif. À vous de me donner votre avis sur la question, mais le plus simple ne serait-il pas de ne pas mettre d'interdiction, de laisser les constructeurs s'adapter à leur marché, comme ça se fait par exemple aux États-Unis, et de laisser la voiture électrique, si c'est réellement un meilleur produit, faire ses preuves par elle-même et devenir peut-être un jour leaduse du secteur de l'industrie automobile européenne au rythme souhaité et désiré par les consommateurs européens. Au final, ces annonces, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Si c'est le cas, je compte sur vous pour la partager un maximum, pour laisser un petit like, pour vous abonner pour les prochaines vidéos et pourquoi pas aussi à devenir un soutien via le bouton rejoindre si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne. Merci à ceux qui jetteront un petit coup d'œil et puis écoutez, à demain pour les prochaines news. Ciao!